Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre 1984 de George Orwell. On a lu le premier chapitre qui posait les bases un petit peu, où on suit les traces de notre héros, qui semble être notre héros Winston, en année 1984 comme le titre l'indique, mais on ne sait pas vraiment si on est en 1984 puisque tout est bien ficelé, bien contrôlé, et pour Winston, ça semble être une normalité puisque tout le monde est comme ça. Mais notre héros tend à autre chose et le problème c'est que tout est interdit, ne serait-ce qu'écrire. Il avait peur de se faire attraper et de se prendre une balle. Et où tous les jours une personne passe à la télé, Goldstein, où il faut battre cet homme, que c'est le mal absolu, alors qu'il veut simplement la liberté. Donc on est vraiment dans l'inverse de notre société actuelle, vu de l'intérieur, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Et des personnes semblent être de son côté à se dire c'est pas forcément la réalité ce qu'on est en train de vivre, et je pense qu'il va aller se rapprocher de ces personnes pour en apprendre plus et qui sait déjouer toute cette organisation. Je ne sais pas encore, on va entamer le chapitre 2 sans plus tarder, c'est parti. Comme il pose la main sur la poignée, il s'aperçoit qu'il a laissé le journal ouvert sur la table avec l'inscription Abba Big Brothers en lettres assez grosses pour être vues depuis la porte. Quelle sottise incroyable! Il comprend que même au plus fort de l'affolement, il n'a pas voulu maculer le beau papier crème en refermant le livre sans attendre que l'encre sèche. Il prend sa respiration et ouvre. Une vague de soulagement l'inonde. Une femme, incolore et accablée, cheveux pauvres et joues ridées, se tient devant lui. « Oh, camarade !» commence-t-elle d'une voix consternée et larmoyante. « Je me disais bien que je t'avais entendu arriver. Tu crois que tu pourrais venir jeter un coup d'œil à notre évier? Il est bouché, alors... C'est Madame Parsons, l'épouse d'un voisin de palier. Le vocable « Madame » est plus ou moins mal vu du parti. Tout le monde s'appelle « camarade », mais il y a des femmes auxquelles on l'associe spontanément. Celle-ci peut avoir la trentaine, mais elle paraît beaucoup plus. On dirait qu'il s'est incrusté de la poussière au fond de ses rides. Winston la suit dans le couloir. Les bricolages de cet ordre font partie des tracasseries quasi quotidiennes. À la résidence de la Victoire, construite dans les années 30, les appartements sont vétustes et se dégradent à vue d'œil. Le plâtre s'écaille au plafond et sur les murs, la tuyauterie gèle au premier vrai froid. Il y a des fuites dans la toiture dès qu'il neige, le chauffage ne fonctionne jamais à plein régime quand il n'est pas coupé pour des raisons d'économie. Sauf à s'y astreindre soi-même, les réparations doivent être validées par de lointaines commissions qui font parfois traîner 2 ans le simple remplacement d'un carreau. « Si je te demande ça, c'est parce que Tom n'est pas là, bien sûr, » bredouille Madame Parsons. L'appartement des Parsons est plus grand que celui de Winston et tout aussi décati dans un genre différent. Tout est fatigué, déglingué, on croirait qu'il a été saccagé par un mastodonte en folie. Des accessoires sportifs, crosses de hockey, gants de boxe, ballons de foot crevés, shorts à l'envers encore tout moitié de sueur, jonchent le sol. La table disparaît sous la vaisselle, sale et les cahiers cornés. Sur les murs se déploient les banderoles rouges de la Ligue de la Jeunesse et celles des espions, ainsi qu'une affiche de Big Brothers au format rue. Règne l'habituelle odeur de chou bouilli, commune à tout l'immeuble, mais avec un effluve plus âcre de sueur qui, on le perçoit d'emblée sans pouvoir l'expliquer, doit appartenir à un individu absent pour l'heure. Dans une autre pièce, quelqu'un joue du peigne sur du papier hygiénique en tentant de suivre le rythme de la musique militaire toujours diffusée par le télécran. « C'est les enfants », explique Madame Parsons avec un regard teinté d'appréhension vers la porte. « Ils ne sont pas sortis de la journée, alors forcément... » Elle a l'habitude de laisser ses phrases en suspens. L'évier de la cuisine est plein à bord d'une eau verdâtre, infecte qui pue le chou à un degré maximal. Winston s'agenouille pour examiner le coude du tuyau. Il a horreur des besognes manuelles et de se pencher en avant parce que cette position lui déclenche des quintes de toux. Madame Parsons le regarde, éperdue. Bien sûr, si Tom était là, il nous réparerait ça en 2 temps 3 mouvements. Il adore bricoler. Il est tellement habile de ses mains, Tom. Parsons est un collègue de Winston au ministère de la Vérité. C'est un homme grassouillet, mais alerte, d'une bêtise confondante, un condensé d'enthousiasme imbécile, un de ces tâcherons à la dévotion indéfectible et inaltérable sur lesquels repose
plus encore que sur la Mantopolis, la stabilité du parti. À 35 ans, il vient d'être exclu, bien malgré lui, de la Ligue de la jeunesse et, avant d'y être promu, il avait réussi à se maintenir chez les espions 1 an au-delà de la limite d'âge. Au ministère, il occupe un poste subalterne, ne nécessitant pas d'intelligence particulière. En revanche, il joue un rôle de premier plan au comité sportif et dans tous les autres comités organisateurs de randonnées, de rassemblements spontanés, de campagnes d'économie et d'activités volontaires en général. Il informe son interlocuteur avec une fierté discrète, entre 2 bouffées de pipe, que depuis 4 ans, il fait un saut quotidien au centre communautaire. Il laisse dans son sillage une suffocante odeur de transpiration qui témoigne de ses divers efforts et plane longtemps après qu'il a disparu. « Tu auras une clé anglaise ?» demande Winston en bricolant l'écrou de serrage. « Une clé anglaise ?» reprend Madame Parsons, aussitôt réduite à l'état de mollusque. « Alors là, je n'en sais rien du tout. Peut-être que les enfants... » Bruit de bottes, baroud d'honneur du peigne contre le papier, les enfants en question font irruption dans le séjour au pas de charge. Madame Parsons apporte la clé anglaise. Winston laisse s'écouler l'eau et retire avec dégoût le tampon de cheveux qui bouchait le tuyau. Il rince les doigts de son mieux sous l'eau froide du robinet et retourne dans l'autre pièce. « Haut les mains !» hurle une voix sauvage. Un beau petit dur de 9 ans vient de jaillir derrière la table et le menace d'un pistolet automatique factice, tandis que sa petite sœur, qui peut avoir 2 ans de moins que lui, imite son geste avec un bout de bois. Tous deux portent le short bleu, la chemisette grise et le foulard rouge des espions. Winston lève les bras, mal à l'aise. Le gamin lui paraît si vindicatif que le jeu n'en est plus un. « Traître !» braille-t-il. « Manteau criminel, espion eurasien, je vais t'abattre, je vais te vaporiser, je vais t'expédier dans les mines de sel !» Ils se mettent à sauter autour de lui en criant « Traître ! Manteau criminel !» La petite reproduisant chacun de ses gestes. Ils offrent un spectacle assez effrayant, comme ces bébés tigres que l'on voit batifoler mais qui ne tarderont pas à devenir des mangeurs d'hommes. Il y a une férocité calculatrice dans le regard du gamin, un désir flagrant de frapper Winston à coups de poing ou à coups de pied, et la conscience d'être bientôt assez fort pour passer à l'acte. « Encore heureux que ce pistolet soit un jouet », se dit Winston. Les yeux de Madame Parsons passent nerveusement de lui aux enfants et retour. Comme il fait plus clair dans le séjour, il peut constater qu'il y a bel et bien de la poussière incrustée dans ses rides. Intéressant. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants cet après-midi ? Tout ça, c'est parce qu'ils sont déçus de ne pas pouvoir aller à la pendaison. Moi, j'ai trop à faire pour les emmener, et Tom ne va pas rentrer du travail à temps. « Pourquoi on peut pas aller voir la pendaison ?» rugit le gamin de sa grosse voix. « Veux aller voir la pendaison, veux aller voir la pendaison !» scande la petite sans cesser de cabrioler autour de Winston. Des prisonniers eurasiens coupables de crimes de guerre doivent être pendus dans le parc le soir même, se rappelle Winston. Le spectacle se produit environ 1 fois par mois et rencontre un franc succès. Les enfants réclament toujours qu'on les y emmène. Il prend congé de Madame Parsons et se dirige vers la porte, mais il n'a pas fait 3 pas dans le couloir qu'il ressent une vive douleur à la nuque. À croire qu'on vient de le piquer avec un fil de fer chauffé à blanc. Il se retourne juste à temps pour voir Madame Parsons traîner son fils qui rempoche sa fronde dans l'appartement. « Goldstein !» bugle le gamin au moment où la porte se referme sur lui. Mais ce qui frappe le plus Winston, c'est la peur et le désarroi qu'il lit sur le visage grisâtre de la femme. De retour chez lui, il passe rapidement devant le télécran et se rassied à la table sans cesser de se frotter la nuque. La musique s'est tue et une voix militaire coupante lit avec une délectation brutale la description des armements de la nouvelle forteresse flottante qui vient de jeter l'ancre entre l'Islande et les îles Féroé. La malheureuse, se dit-il, avec des enfants pareils, elle doit vivre dans la terreur. D'ici 1 an ou 2, ils la surveilleront nuit et jour pour dépister chez elle le moindre manquement à l'orthodoxie. Les enfants d'aujourd'hui sont presque tous odieux. Le pire, c'est qu'embrigadés dans des mouvements comme les espions, ils se changent en sauvageons ingouvernables qui, paradoxalement, ne songent pas une seconde à se révolter contre la discipline du parti. Au contraire, ils adorent le parti et tout ce qui lui est lié. Les chants,
les défilés, les banderoles, les randonnées, l'entraînement avec des fusils factices, les slogans aboyés, le culte de Big Brothers, ils n'y voient qu'un jeu superlatif. Leur férocité se retourne contre l'extérieur, les ennemis de l'État, les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les manteaux criminels. Pour les plus de 30 ans, il devient presque normal d'avoir peur de ces enfants. Peur fondée d'ailleurs car il ne se passe pas une semaine sans qu'on lise dans le Times un paragraphe évoquant un petit sournois, un enfant héros, ainsi qu'on les appelle, qui a surpris une remarque compromettante en écoutant aux portes et dénonçé ses parents à la manteau-police. La douleur causée par le projectile s'est émoussée. Il reprend la plume sans conviction et se demandant s'il va trouver autre chose à consigner dans son journal. Tout à coup, il repense à O'Brien. Il y a des années, combien au juste, mettons 7, il arrivait qu'il traversait une pièce dans l'obscurité la plus totale. Quelqu'un assis tout près de lui disait au passage « Nous nous reverrons dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres ». Les mots étaient prononcés sur un ton égal, presque l'air de rien. C'était un constat, non une convocation. Il ne s'était pas arrêté. Chose bizarre, dans son rêve, les mots ne lui avaient pas fait une forte impression. Ce n'est que plus tard, avec le temps, qu'ils ont pris tout leur sens. Impossible de se rappeler si c'est avant ou après son rêve qu'il a vu O'Brien pour la première fois. Il ne se rappelle pas davantage à quel moment il a identifié la voix du rêve comme la sienne. Quoi qu'il en soit, c'est bien O'Brien qui lui apparaît depuis l'obscurité. Winston n'a jamais pu décider, et pas davantage depuis ce coup d'œil échangé le matin même, si O'Brien est un ami ou un ennemi. Quelle importance, au fond, il passe entre eux une intelligence qui vaut toutes les amitiés et tous les liens des compagnons de route. Nous nous retrouvons dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres, a-t-il dit. Winston ne sait pas ce que l'annonce recouvre. Il sait seulement que d'une manière ou d'une autre, elle se réalisera. La voix du télécran marque un temps. Un appel de trompette, clair, magnifique, frotte dans l'air immobile. La voix reprend grinçante. « Attention, attention, votre attention s'il vous plaît. Un flash d'information nous parvient du front du Malabar. Nos forces en Inde du Sud viennent de remporter une victoire éclatante. Je suis autorisé à vous dire que l'action dont nous allons vous parler pourrait bien amener à la fin de la guerre dans un futur proche. Voici notre flash. » Mauvaise nouvelle en perspective, se dit Winston. Et comme de juste, après la description sanglante de l'anéantissement de l'armée eurasienne avec un nombre astronomique de tués et de prisonniers, la communication est celle-ci. Dès la semaine prochaine, la ration de chocolat passera de 30 à 20 grammes. Winston a un nouveau renvoi. L'effet du gin se dissipe en lui laissant un goût de cendre. Le télécran, soit pour fêter la victoire, soit pour noyer tout souvenir du chocolat perdu, fait retentir « Océanie, c'est pour toi ». On est censé se lever par respect, mais dans l'alcôve, il est invisible. À « Océanie, c'est pour toi » succède une musique plus légère. Il s'approche de la fenêtre, dos tourné au télécran. La journée demeure froide et lumineuse. Au loin, une roquette explose dans un grondement assourdi qui se prolonge. Il en pleut entre 30 et 40 par semaine sur Londres en ce moment. Dans la rue, le vent fait claquer l'affiche déchirée et le mot « sociant » apparaît par intermittence. Sociant, les principes sacro-saints du sociant. Néo-parler, double pensée, malléabilité du passé. Il a l'impression de déambuler à travers les forêts du fond des mers, perdu dans un monde monstrueux dont il serait lui-même le monstre. Il est seul. Mort le passé, irreprésentable l'avenir. Comment être sûr qu'il existe un seul autre humain vivant qui soit dans les mêmes dispositions que lui? Et comment savoir que la suprématie du parti ne sera pas éternelle? En guise de réponse, les 3 slogans sur la façade blanche du ministère de la Vérité lui reviennent en force. Guerre et paix, liberté et servitude, ignorance et puissance. Il sort de sa poche une pièce de 25 cents. Les slogans s'y inscrivent aussi, en minuscules bien nettes, tandis que le côté face est frappé à l'effigie de Big Brother. Et même sur la pièce, il te suit des yeux. Sur les pièces, les timbres, la couverture des livres, sur les banderoles, les affiches, les paquets de cigarettes, partout. Partout ses yeux te suivent, partout sa voix t'enveloppe. Dans la veille comme dans le sommeil, au travail comme à table, dedans comme dehors, au bain comme au lit, tu ne lui échapperas pas. Tu n'as rien à toi,
sinon quelques centimètres cubes au fond du crâne. Le soleil a tourné, et les myriades de fenêtres du ministère de la Vérité, n'étant plus éclairées, offrent l'aspect sinistre de meurtrière. Le cœur lui manque face à cette pyramide colossale. Trop solide, elle résisterait à tous les assauts. 1000 roquettes ne sauraient l'abattre. De nouveau, il se demande pour qui il écrit ce journal. Pour l'avenir? Pour le passé? Pour un âge imaginaire? Ce qui l'attend, lui, ce n'est pas la mort, mais l'anéantissement. Son journal finira en cendres et lui en vapeur. Seule la Mantopolis lira ce qu'il a écrit avant de l'effacer du réel comme de la mémoire. Comment s'adresser à l'avenir quand il ne subsistera nulle trace de soi, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier? Le télégramme annonce 14 heures. Encore 10 minutes et il sera temps de partir puisqu'il doit être retourné au travail à 14h30. Contre toute attente, ce rappel à l'heure lui redonne un peu de courage. Il n'est qu'un fantôme exprimant une vérité que personne n'entendra jamais. Mais tant qu'il l'exprimera, obscurément, la continuité ne sera pas rompue. Ce n'est pas en se faisant entendre qu'on transmet l'héritage humain, mais en gardant sa raison. Il se rassied, trempe la plume et écrit. À l'avenir, ou au passé, à un temps où la pensée sera libre, où les hommes seront différents les uns des autres et ne vivront plus isolés, à un temps où la vérité aura cours et où ce qui a été fait ne pourra être défait. L'ère de l'uniformité, l'ère de la solitude, l'ère de Big Brother et du double pensée vous salue. Il est déjà mort, à bien y réfléchir. Il vient seulement de sauter le pas en se mettant en devoir de formuler ses pensées. Tout acte porte en soi ses conséquences. Il écrit « Le mantocrime n'entraîne pas la mort, le mantocrime, c'est la mort. » Maintenant qu'il s'est reconnu comme un homme mort, il s'agit de rester vivant le plus longtemps possible. Il a des taches d'encre sur 2 doigts de la main droite. Voilà justement le genre de détail sur lequel se faire cueillir. Un zélateur fouinard du ministère, une femme comme de juste la petite bonne femme rousse ou la brune du service de littérature, pourrait se demander pourquoi il a écrit pendant la pause déjeuner, pourquoi il s'est servi d'un porte-plume à l'ancienne, et surtout ce qu'il a écrit, puis glisser une allusion à qui de droit. Il passe à la salle de bain et récurer l'encre à l'aide du savon noir granuleux qui râpe la peau comme du papier de verre. Parfait, en l'occurrence. Il range le journal dans le tiroir. Inutile de tenter de le cacher, mais si son existence a été découverte, il pourra du moins en avoir le cœur net. Glisser un cheveu entre les pages est une ruse trop grossière, alors il recueille au bout de son doigt un grain de poussière blanche, bien reconnaissable, et le dépose dans un angle de la couverture, d'où il tombera aussitôt qu'on déplacera le livre. Chapitre 3. Winston rêve de sa mère. Il devait avoir 10 ou 11 ans quand elle a disparu. C'était une grande femme sculpturale, lente dans ses gestes, peu bavarde, avec une magnifique chevelure blonde. Son père, il se le rappelle plus vaguement comme un homme mince et brun, toujours impeccablement vêtu de sombre. Il se souvient en particulier de ses chaussures à fines semelles et portant des lunettes. Ses parents ont été de toute évidence engloutis au cours de l'une des grandes purges des années 1950. Dans son rêve, sa mère est assise loin au-dessous de lui, sa petite sœur dans les bras. Il ne se rappelle pas du tout celle-ci, sauf comme un bébé minuscule et chétif qui ne pleurait jamais et ouvrait de grands yeux. Toutes les deux le regardent d'en bas. Elle se trouve en effet dans un lieu souterrain, au fond d'un puits ou d'un tombeau abyssal, mais ce lieu lui-même continue de descendre. Elles sont dans le salon d'un navire en train de couler et le regardent à travers l'eau de plus en plus sombre. Il y a encore de l'air dans le salon, elle le voit comme il les voit, mais elle sombre sans fin dans les eaux glauques qui les déroberont bientôt à sa vue pour toujours. Lui demeure dans l'air et la lumière, tandis que la mort les aspire, et elles sont au fond parce qu'il est à la surface. Il le sait et elles le savent, il le lit dans leur expression. Nul reproche sur leur visage ou dans leur cœur, elles savent simplement qu'il leur faut mourir pour qu'ils vivent. C'est dans l'ordre des choses. Il ne se rappelle pas ce qui s'est passé, mais il sait que d'une certaine façon leurs vies ont été sacrifiées à la sienne. C'est un de ces rêves qui, tout en conservant une atmosphère onirique, ne font que poursuivre l'activité intellectuelle diurne. Un de ces rêves dans lesquels émergent des faits et des idées qui continuent de faire sens au réveil.
Ce qui le frappe tout à coup, c'est que la mort de sa mère, quelque 30 ans plus tôt, a un caractère tragique et triste aujourd'hui impossible. Car la tragédie appartient à une ère révolue où l'intimité, l'amour, l'amitié voulaient encore dire quelque chose et où les membres d'une même famille étaient spontanément solidaires. Le souvenir de sa mère lui déchire le cœur parce qu'elle est morte en l'aimant alors qu'il était trop jeune, trop égoïste pour lui rendre cet amour, et aussi parce que, sans qu'il se rappelle comment, elle s'est sacrifiée à une conception de la loyauté qui lui était toute personnelle et inaltérable. Ces choses-là n'ont plus cours. Aujourd'hui, on connaît la peur, la haine, la douleur, mais aucune dignité dans l'émotion, aucune profondeur, ni complexité dans la tristesse. Or, tout cela, il a l'impression de le voir dans les grands yeux que sa mère et sa sœur lèvent vers lui à travers les eaux verdâtres des profondeurs, dans leur descente inexorable. Et puis, tout à coup, il se trouve sur une herbe rase et élastique un soir d'été à l'heure où les rayons obliques du soleil dorent le sol. Ce paysage revient si souvent dans ses rêves qu'il a beaucoup de mal à savoir s'il l'a vu ou non dans la réalité. À l'état de veille, il le nomme la contrée dorée. C'est un vieux pâturage grignoté par les lapins et traversé par un sentier qui serpente entre les taupinières éparses. Dans la haie clairsemée, au bout du champ, les rameaux des ormes se balancent mollement à la brise, leurs feuilles frémissantes touffues comme une chevelure de femme. Non loin de là, sans qu'il puisse le voir, coule un clair ruisseau indolent où nagent des chevennes dans des trous d'eau sous les saules. La fille brune traverse le pré pour venir vers lui. D'un seul geste altier, elle arrache ses vêtements et les jette. Son corps si blanc et lisse n'éveille pourtant aucun désir en lui. Il le regarde à peine tant il est transporté d'admiration devant le mouvement avec lequel elle s'est délestée de ses habits. Sa grâce négligente qui annihile toute une culture, tout un système de pensée, comme s'il suffisait d'un geste sublime du bras pour anéantir Big Brother et la Mantopolis. Geste d'un autre âge lui aussi. Winston se réveille avec le mot « Shakespeare » sur les lèvres. Le télécran émet un coup de sifflet assourdissant qui se prolonge 30 secondes sur la même note. 7h15, heure du lever pour les employés de bureau. Winston s'arrache de son lit. Il est nu car un membre du parti extérieur ne reçoit que 3000 coupons vestimentaires par an alors qu'un pyjama en coûte 600. Il attrape un maillot de corps défraîchi et un short posé sur une chaise. Le réveil musculaire va commencer dans 3 minutes. Comme presque tous les matins, il est cassé en deux par une violente canne de toux qui vide ses poumons si complètement qu'il doit s'allonger sur le dos pour reprendre haleine. Ses veines se gonflent sous l'effort et son ulcère variqueux le démange. « Groupe des 30 à 40 » aboie une voix de femme. « Groupe des 30 à 40, en place, je vous prie, 30 à 40 » Winston fait un bond pour se mettre en position devant le télécran, déjà occupé par l'image d'une femme encore jeune, maigre et musclée, portant tunique et chaussures de gymnastique. Flexion, extension des bras, avec moi. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Allons, allons, camarades, un peu de nerfs. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. La douleur de la quinte n'a pas complètement chassé de l'esprit de Winston l'impression laissée par son rêve et les mouvements rythmés de l'exercice la ravivent. Tout en balançant les bras machinalement, sous le masque de plaisir sans joie qui est de mise pendant le réveil musculaire, il s'efforce de suivre le fil qui mène à cette obscure période de sa petite enfance. Il a un mal fou. Sa mémoire ne remonte qu'à la fin des années 50, avant tout s'efface. Quand on perd tout repère extérieur, la vie elle-même devient floue. On se rappelle certains événements marquants qui n'ont peut-être jamais eu lieu, les détails d'incidents dont l'atmosphère échappe complètement, et puis il y a de longs intervalles vides auxquels rien ne se rattache. Tout était différent à l'époque, même le nom des pays, leurs contours sur la carte. La zone aérienne numéro 1, par exemple, s'appelait l'Angleterre, ou peut-être la Grande-Bretagne. Londres, en revanche, il en est à peu près sûr, c'est toujours appelé Londres. Il ne peut se rappeler précisément un temps où son pays n'aurait pas été en guerre, et pourtant il faut bien qu'il y ait eu une période de paix assez longue dans son enfance, puisque l'un de ses premiers souvenirs est celui d'un raid aérien qui a pris tout le monde par surprise. Peut-être lorsqu'une bombe atomique est tombée sur Colchester. Le raid lui-même, il ne s'en souvient pas, mais il se revoit, la main de son père serrant la sienne, dégringoler toujours plus profond dans les entrailles de la terre, le long d'un escalier en spirale qui résonnait sous ses pas. Épuisé, jambes flageolantes, il s'était mis à pleurnicher et il avait dû s'arrêter pour se reposer.
Sa mère, toujours lente et rêveuse, les suivait loin derrière. Portait-elle sa sœur dans ses bras ou seulement un ballot de couverture? Il n'est même pas sûr que la petite était déjà née. Enfin, il s'était retrouvé dans un espace bondé et bruyant, une station de métro. Il y avait des gens assis partout sur les dalles et d'autres qui se serraient sur des couchettes métalliques. Lui et ses parents avaient trouvé une place par terre, à côté d'un vieillard et de sa femme qui occupait une de ces couchettes. Le vieillard portait un costume sombre, convenable, et une casquette d'étoffe noire posée en arrière sur sa chevelure très blanche. Il avait le teint rougeau, ses yeux bleus larmoyaient. Il empestait le gin, et il transpirait le gin par tous les pores de sa peau, à croire que les larmes qui ruisselaient sur ses joues étaient des larmes de gin pur. Mais tout ivre qu'il ait pu être, il éprouvait aussi une peine authentique et insoutenable. À sa manière d'enfant, Winston avait compris que quelque chose de terrible, quelque chose d'impardonnable et d'irrémédiable venait de lui arriver. Un être cher, sa petite fille peut-être, avait été tué. Il répétait toutes les 5 minutes « Aurait pas fallu les croire, je l'avais bien dit, hein. Mes mères, on les a tués, et puis voilà, je l'ai toujours dit, il aurait pas fallu les croire, c'est saligo. » Mais quel saligo il n'aurait pas dû croire? Winston a oublié. Depuis, on vit dans un état de guerre permanent, même si, strictement parlant, il ne s'agit pas de la même guerre. Quand il était enfant, Londres a connu des combats de rue indécis des mois durant, et certains lui ont laissé un souvenir intense. De là à dire qui se battait contre qui, il en serait bien incapable, puisqu'il n'existe aucune archive écrite ni aucun témoignage oral d'un alignement de puissance autre que l'actuel. En ce moment, par exemple, en 1984, si l'on est bien en 1984, l'Océanie est en guerre contre l'Eurasie et alliée à l'Estasie. Personne ne reconnaît jamais, ni en public ni en privé, que les alliances aient pu être différentes. Or, cela ne fait que 4 ans que l'Océanie est en guerre contre l'Eurasie et alliée à l'Estasie. Lui le sait très bien. Seulement, ce n'est pas qu'une bribe de conscience furtive et aléatoire due à son manque de contrôle sur sa mémoire. Officiellement, il n'y a jamais eu de changement d'alliance. L'Océanie est en guerre contre l'Eurasie, par conséquent, l'Océanie a toujours été en guerre contre l'Eurasie. L'ennemi du moment représente le mal absolu. Dès lors, tout accord passé ou futur avec lui ne saurait être ni avoir été. Le plus inquiétant, se dit-il pour la énième fois en tirant avec effort ses épaules en arrière, main sur les hanches, il exécute des torsions du buste censées fortifier les muscles du dos. Le plus inquiétant, c'est que tout puisse être vrai. Si le parti peut manipuler le passé et décider que tel ou tel événement n'a pas eu lieu, cette idée est assurément bien plus terrifiante encore que celle de la torture ou de la mort à venir. Le parti prétend que l'Océanie n'a jamais été alliée à l'Eurasie. Lui, Winston Smith, sait parfaitement qu'elles étaient encore alliées 4 ans plus tôt. Mais où cette information est-elle déposée? Exclusivement dans sa conscience, vouée à l'anéantissement à court terme. Et si tous les autres acceptent le mensonge imposé par le parti, si tous les récits concordent avec lui, ce même mensonge passe dans l'histoire et devient vérité. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir, clame un slogan du parti. Et qui contrôle le présent, contrôle le passé. Or, le passé devenu altérable n'a pourtant jamais changé. Ce qui est vrai aujourd'hui est vrai depuis les siècles des siècles. C'est simple, il suffit d'une série de victoires ininterrompues sur la mémoire. Contrôle du réel, comme on dit, et en néo-parlé, double pensée. « Repos !» jappe la monitrice d'une voix un peu plus cordiale. Winston laisse tomber les bras le long de son corps et remplit lentement ses poumons. Son esprit vagabonde dans les dédales du double pensée. Savoir sans savoir, être conscient de la vérité intégrale tout en racontant des mensonges savamment construits. Entretenir en même temps 2 opinions antithétiques, avec une égale conviction. Jouer la logique contre la logique, bafouer la morale tout en s'en réclamant, croire la démocratie impossible et désigner le parti comme son gardien, oublier ce qu'il faut oublier, puis retrouver la mémoire si nécessaire pour oublier aussitôt ensuite. Et surtout, appliquer ce traitement au procédé lui-même, induire l'inconscience sciemment et refouler l'acte d'auto-hypnose auquel on vient de se livrer, le comble de la subtilité. Pour comprendre le mot double pensée, encore faut-il être capable de double penser soi-même. La monitrice les rappelle au travail. « Et maintenant, voyons qui arrive à toucher ses orteils » lance-t-elle avec fougue. « Le mouvement part du bassin, s'il vous plaît, camarades, et 1 et 2, et 1 et 2. » Winston a horreur de cet exercice qui lui provoque des élancements depuis les talons jusqu'aux fesses et se solde souvent par une nouvelle quinte de toux. Ces méditations perdent leur caractère semi-plaisant.
Le passé, ils ne se sont pas contentés de le modifier, ils l'ont bel et bien détruit. Car comment établir le fait le plus évident lorsqu'on a d'autres archives que sa mémoire? Il tente de se remémorer en quelle année il a entendu parler de Big Brother pour la première fois. Il lui semble que c'était au cours des années 60, mais impossible d'en être certain. Dans l'histoire écrite par le parti, il va sans dire qu'il figure le leader et le gardien de la révolution de la première heure. Ses exploits ont petit à petit reculé dans le temps pour remonter à l'univers fabulé des années 40, puis des années 30, où les capitalistes, en drôle de chapeau de tuyau de poil, parcouraient encore les rues de Londres dans leurs grandes automobiles rutilantes ou leurs voitures à cheval aux portières vitrées. Dans cette légende, impossible de faire la part de la vérité et de l'invention. Winston ne sait même pas en quelle année au juste le parti a vu le jour. Il ne pense pas avoir entendu le mot sociant avant 60, mais peut-être quand Nopso parlait, socialisme anglais, avait déjà cours. Tout part en fumée. Il arrive quand même qu'on mette le doigt sur un mensonge caractérisé. Ainsi, il n'est pas vrai que le parti ait inventé les avions. Il en a vu dans sa petite enfance, mais on ne peut rien prouver, on n'a jamais de preuve, de rien. Une seule fois dans sa vie, il a tenu en main un document qui établissait la falsification d'un fait historique. Et à cette occasion... « Smith !» glapit la voix de Mégère via le télécran. « 60-79, Smith W. Oui, toi, plus bas, je te prie. Tu peux mieux faire, tu ne t'appliques pas. Allez, plus bas. Voilà, comme ça. Repos, toutes les squads. Regardez-moi. » Winston est parcouru d'une suée tout à coup. Son visage demeure impénétrable cependant. Ne jamais montrer de désarroi, ne jamais extérioriser sa rancune. Un battement de paupières suffit parfois à trahir son homme. Il regarde la monitrice lever les bras au-dessus de la tête et, d'un mouvement sinon gracieux du moins précis et efficace, se pencher en avant et glisser sa première phalange sous ses orteils. « Comme ça, camarades, voilà ce que je veux vous voir faire. Je vous montre encore une fois. J'ai 39 ans, j'ai eu 4 enfants et regardez-moi, dit-elle en replongeant en avant. Vous voyez, je ne plie pas les genoux. Vous pouvez tous en faire autant si vous voulez, ajoute-t-elle en se redressant. Toute personne de moins de 45 ans peut toucher ses orteils. Nous n'avons pas tous le privilège de combattre en première ligne. Le moins que nous puissions faire est de nous maintenir en forme. Pensez à nos petits gars sur le front de Malabar, à nos marins sur les forteresses flottantes. Imaginez ce qu'ils endurent. Allez, on essaie, encore une fois. C'est mieux, camarades, beaucoup mieux, dit-elle en encourageant Winston qui, dans un élan héroïque, vient de toucher ses pieds sans fléchir les genoux pour la première fois depuis des années. C'est la fin de notre lecture. On en apprend un peu plus sur notre Winston. On voit un peu plus de quoi est capable ce fameux parti. Est-ce que vous sauriez... comment réagiriez-vous si, par exemple, on avait le même genre de cas où tout le monde les matins devait se lever en même temps, faire son sport, etc. Ça serait quand même une histoire de dingue. En tout cas, j'espère que la lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un like. Ça fait toujours plaisir, ça encourage. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas. Et je vous dis à très vite pour la suite de notre lecture. À bientôt.